Bonjour, nous sommes à Montréal le 9 mai 2020. De quoi je voudrais vous entretenir aujourd'hui? Ça a été quand même une semaine assez chargée. Assez chargée parce que je suis en ce qu'on appelle est-ce qu'on peut dire réinsertion sociale? Oui, on pourrait dire ça. C'est que j'ai terminé la fameuse technique juridique que j'ai entrepris en janvier 2011. Une technique, je vais vous dire que je pense que c'est pire qu'un baccalauréat. J'ai fait un baccalauréat en sciences politiques, mais la technique, je vous dirais, me demande un effort constant et assidu. En ce sens que il y a plusieurs examens à l'intérieur d'une session. Je vous dirais peut-être, dépendamment des professeurs, il y a des professeurs qui privilégient les examens, d'autres qui privilégient des travaux scolaires. C'est sûr que quand on fait un examen, qu'on le veuille ou pas, c'est plus facile si on mémorise la matière, si on apprend par cœur la matière. Là, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'arriver à chercher dans le code. Moi, je n'avais pas tellement de méthode, mais je me rends compte qu'étudier en droit, ça prend extrêmement de méthodologie. Je dirais que c'est le plus gros du travail. La classification des documents. Parce que, comme disait si bien mon avocat, avec qui j'ai fait mon stage, Wael Issa, il s'appelait Wael Issa. Alors, il disait, des faits jaillissent le droit. Alors, il faut avoir une bonne méthodologie pour synchroniser les faits dans le temps, faire une chronologie de ce qui s'est passé. Puis évidemment, ça suppose aussi une bonne mémoire, hein? Parce que c'est quand même une faculté. Moi, je dirais, est-ce que la médecine exige plus de mémoire que le droit? Je croirais que oui. Il faut vraiment faire des efforts intellectuels. Parce qu'évidemment, il y a un travail manuel qui se fait, mais il y a aussi le travail intellectuel. Alors, je croirais que le travail intellectuel demande beaucoup d'efforts. Parce que moi, c'est pour ça que j'essaie de marcher. Parce que je suis dans les dossiers, je vais vous dire, c'est des casse-têtes. Complètement des casse-têtes. C'est pire que faire des casse-têtes, là, vous savez. Des fois, on a des gros casse-têtes, puis avec des 1000 pièces, puis il faut essayer de trouver lequel va avec lequel morceau, puis faut là aussi avoir une certaine méthodologie parce que c'est en lien avec les couleurs. Bon, mettons que le casse-tête, il y a du gris. Bon, il faudra essayer de retracer tout ce qui est gris, les mettre ensemble. Après ça, les essayer. Bon, de regarder, d'observer les pièces. Quelle pièce va avec quelle pièce. Bon, tout ça. Et c'est un peu la même chose, je vous dirais, quand on est dans des dossiers comme les miens. Ça prend énormément de patience parce que moi, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi, je suis dans les dossiers de fraude. Et puis, il faut tout que moi-même, je retrace mes pièces pour identifier. Vous savez, moi, je suis un petit peu. Là, je ne veux pas vous dire que je suis un procureur de la couronne, loin de là. Mais je pourrais facilement me substituer, oui, au procureur de la couronne parce que dans notre système judiciaire, on est coupable hors de tout doute raisonnable. Alors, à partir du moment où on réussit à instiller un doute, je vous dirais, par rapport au juge, à savoir notre innocence ou notre culpabilité, ça fait que on est acquitté, ou à tout le moins, faute de preuves,
ils peuvent pas, la couronne ne peut pas procéder, faute de preuves. Il y a des témoins aussi. Des fois, les gens, ils font des dénonciations, mais ils ne veulent pas aller témoigner. Puis, il y a toute la, je dirais aussi, toute la, comment je pourrais dire ça, la justice, c'est pas une déformation de la justice, mais il y a un terme pour ça que j'oublie, là. Comment on réussit à manipuler, je dirais, le système judiciaire. Parce qu'il y a des petits habiles, hein? Il y a des gens qui sont très, très, très habiles pour arriver à contourner les lois, à contourner les lois, puis c'est sûr que, est-ce que contourner les lois, on peut parler d'illégalité ou on peut parler de... Pour moi, contourner une loi, c'est que c'est trouver des moyens pour pas respecter la loi. Bon, c'est aussi clair que ça, là. Et à ce moment-là, pour moi, contourner la loi, c'est l'illégalité. Il y en a qui disent, oui, ben c'est des zones grises, c'est pas tout à fait clair. Bon, c'est pas dans le code civil, mais c'est pas détourner la loi, mais c'est pas non plus entraver la loi. C'est une zone grise, tu sais. Puis ma chum, hier, je parlais à ma chum, hier. Puis moi, je suis là, je me dis, tous ceux qui essayent de détourner la loi, moi, j'essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Hein? Parce que, évidemment, pour redresser quelque chose, il faut partir de ce qu'eux ont tenté de faire pour redresser les tentatives qu'ils ont faites. Puis là, ma chum, elle me dit hier, parce que, bon, évidemment, c'est sûr qu'il faut avoir des amis qui ont un petit peu les mêmes valeurs que nous, puis qui sont un petit peu dans notre ligne de pensée, puis qui ont de la rectitude, je dirais de la rectitude, puis de la rigueur, parce que ça prend de la rigueur pour étudier en droit. On s'en va pas dans l'à peu près, dans n'importe quelle profession aussi, mais en particulier, je dirais, le droit, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur. Alors, elle me disait, tu sais, Sylvie, il y a des gens qui passent leur vie à savoir comment ils vont réussir à obtenir dans la légalité ce qu'ils normalement obtiendraient pas dans la légalité. Alors, ils prennent un malin plaisir à voir comment ils peuvent déjouer le système, comment ils peuvent parvenir à leur fin. C'est surtout je dirais, des gens qui sont très manipulateurs, mais en même temps qui sont très intelligents, parce qu'ils n'ont pas le goût de se soumettre à notre système, c'est-à-dire payer des impôts comme tout le monde, travailler comme tout le monde. Ils cherchent, je dirais, le profit vite fait. Bon, on n'a qu'à penser au flip immobilier. Moi, j'ai dû m'attaquer à quelque chose de gros, puis moi, on dirait que c'est l'inverse. Autant eux, ça les stimule de réussir à avoir de l'argent sans trop travailler, sans trop se forcer, puis en déjouant le système, autant moi, je suis stimulé à savoir comment je vais arriver à contrecarrer ce qu'ils tentent de faire, mais dans la légalité. Puis, bon, je dirais, est-ce que j'aime la criminologie? Oui. Oui, je pourrais dire que j'ai découvert une certaine passion pour la criminologie, à savoir comment je vais arriver à sortir le lapin du chapeau. Ça, c'est quelque chose, hein. Puis là, tu arrives, tu as la pièce maîtresse qui, elle, va te permettre d'aller chercher toutes les petites ramifications là, qui vont te permettre de faire une démonstration de leur tentative d'illégalité. On assiste à beaucoup, beaucoup, beaucoup de détournement de la justice. Moi, des fois, je suis un petit peu découragé de voir ça. Là,
le travail un petit peu des policiers. Est-ce que c'est bâclé? Est-ce que c'est pas bâclé? Je sais pas, hein? Je trouve que des fois, ils sont vite, ça gâchette, là. Puis, ils emmènent ça à la cour, puis là, ben, débrouillez-vous à la cour, puis à savoir lequel dit vrai, lequel dit faux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, quelles sont les irrégularités, quelles sont les exactitudes, bon, je sais. Puis, en tout cas, je trouve que, il me semble que ça aurait pu être autrement. Alors moi, ma semaine, cette semaine encore assez chargée, évidemment, parce que je suis un petit peu, comme j'aime la rectitude, puis, tu sais, j'ai des valeurs, hein, la vérité, c'est bien important pour moi, la liberté, l'intégrité, c'est un petit peu les valeurs qui me collent à ma peau parce que je me dis, on peut rien faire avec le mensonge. Ça entraîne juste la confusion et le chaos. La paix, c'est quoi? La paix, c'est de dire, bon, ben, cette personne-là m'a dit que, bon, hier, elle avait fait telle affaire, elle était à tel endroit, et je peux avoir confiance en sa parole. Moi, je veux dire, essayer de démêler le vrai du faux, là, je trouve que c'est une perte de temps, tu sais. Il me semble qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie que de décortiquer ce que la personne dit est réel ou pas. Puis, entre autres, ben, moi, je trouve ça très malsain pour la santé mentale, parce que moi, j'aime ça, me fier à des gens que ce qu'ils me disent, je peux y prêter foi. Et c'est drôle parce que tout mon entourage, je dirais, quasi complet, c'est tous des gens qui se collent sur la vérité puis l'intégrité. Puis on peut peu près toutes les mêmes valeurs. Hier, ben, je parlais à quelqu'un qui est dans un conseil d'administration. Puis on dirait que elle, ce qu'elle m'a dit, c'était un remake du conseil d'administration du Resto Plateau. C'est-à-dire que il y a l'exécutif qui est très très fort, puis il y a les administrateurs qui, eux, ont quasiment pas de place. T'sais. Puis j'écoutais parallèlement à ça, c'est bizarre parce que j'aime beaucoup, beaucoup enquête, j'aime beaucoup le travail des journalistes, puis on dirait que les journalistes me mettent sur une piste, puis moi je les mets sur d'autres. La même, ben, les pistes que moi j'ai explorées, là, puis à un moment donné, ben, de piste en piste, on finit par renifler les mêmes affaires. Je dirais que c'est un peu ça. C'est un peu ça le travail des journalistes, hein? C'est des petits chiens renifleurs, qu'on le veuille ou pas. Tu sais, il y a des chiens, des vrais chiens qu'on se sert pour renifler la drogue, là, que les policiers se servent pour renifler la drogue. Il y a d'autres chiens qu'on se sert pour renifler les punaises, là, les parasites. Là. Et moi, ben, j'aime ça un peu approfondir, un peu avoir toujours le meilleur dans le meilleur, dans ce que j'ai à faire. Puis je me suis renseigné par rapport aux parasites parce que, vous savez, Montréal a un problème important de punaises. Phénomène qu'on n'avait pas, bon, en tout cas, moi, de ce que je me souviens, là, il n'y avait pas tellement ça, ce phénomène-là de punaises. En tout cas, moi, j'en aurais jamais eu, là, des punaises. Là. Je connaissais même pas ça. Je savais même pas que ça pouvait être dans les livres. Je savais même pas que ça pouvait être dans les meubles. Tu sais, quand on n'est pas confronté à une problématique telle qu'elle, ça nous interpelle pas tellement. Alors, c'est ça, j'ai eu un problème quelconque que j'ai dû faire face. Et puis, ça a été très difficile à enrayer parce que des fois, ça se lève d'un mur, ça se promène d'un logement à l'autre. C'est très, 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 très difficile.
difficile. C'est très, je vous dirais, c'est aussi contagieux que la pandémie dans laquelle on fait face actuellement. Parce que faut être extrêmement vigilant. Évidemment, plus on fait le ménage, ben, plus on risque de le faire, de voir qu'on a un problème d'infestation. Il y a des gens que le ménage, c'est pas important, hein, c'est ils mettent ça pas tellement prioritaire. Et pourtant, le ménage, c'est extrêmement important, autant pour le cerveau, moi je dirais, que la santé mentale. Parce que si on veut regarder les facteurs de la santé mentale de quelqu'un, et ça, je veux dire, je pense que c'est des critères qu'on utilise là, chez les psychiatres. Est-ce que la personne est soignée? Est-ce que la personne est propre? Est-ce que la personne est propre sur elle? Est-ce qu'elle prend son bain? Est-ce que ça se nourrit? Quelles sont son hygiène personnelle? Est-ce que chez elle c'est entretenu? Est-ce que c'est propre chez elle? Est-ce que c'est propre chez... est-ce qu'elle paie ses choses? Est-ce qu'elle voit ses affaires? Tout ça, c'est pris en considération. Et quand quelqu'un est plus capable de s'occuper de lui-même, je dirais, c'est-à-dire de voir à son entretien ménager, de voir à son entretien personnel, de voir à payer ses comptes, ben c'est là qu'à un moment donné, on peut parler peut-être une mise sous tutelle. Okay? Il y a des mises sous tutelle permanentes, il y a la tutelle, puis il y a la curatelle. Bon, la tutelle, ça peut être pour un certain laps de temps, la personne est en dépression majeure, elle se lave plus, elle mange plus, elle va faire ses affaires, elle fait plus ses comptes. Puis il y a la curatelle où la personne est vraiment, je dirais, désorientée dans les sphères de l'espace et du temps. Et bon, évidemment, on parle de gens qui ont soit de la démence, soit qui ont de l'Alzheimer. Ces gens-là doivent être mis sous curatelle. Et ça se passe comment? Ben, ça se passe avec un conseil de tutelle, de curatelle, avec composé de membres de la famille et des amis proches. On peut penser que des amis de longue date peuvent faire partie du conseil de tutelle. Bon, un ami de longue date, là, parce qu'on voit que la personne se lave, puis on voit que la personne paye plus ses comptes, on voit que la personne c'est sale chez elle. Moi j'en ai connu des gens là, qui ont été aidés par d'autres gens parce qu'il y avait des problèmes, certaines problématiques de propreté et tout ça. Et, en tout cas, ouais, c'est ça. Alors, moi, ben c'est ça. Hier, j'ai rencontré des gens. Et puis, c'est un petit peu le même phénomène qui s'est passé au Resto Plateau. Le comité exécutif qui prend le contrôle, les autres membres du CA. Puis, moi, j'ai souvent dit que les conseils d'administration, selon moi, c'est obsolète. On devrait passer à une autre forme de surveillance, parce que, évidemment, c'est quoi le but du conseil d'administration? C'est le comité exécutif, c'est de gérer les finances publiques, les argents, les prises de décision, etc., etc. C'est un conseil d'administration qui est au-dessus de la directrice, mais là, on a l'impression que des fois, la direction est trop forte, puis le conseil trop faible. Puis là, qui finalement en paye le prix? Ben c'est les membres, puis aussi c'est les bailleurs de fonds. Les argents qui ont été donnés à des organismes, tout ça, puis qu'il n'y a pas suffisamment de surveillance. Moi, j'ai de la misère à comprendre ça, c'est que je me dis, nous autres, en tout cas moi, si je peux parler pour moi, je surveille scrupuleusement, pratiquement au jour le jour, l'état de mes dépenses, l'état de mes revenus, ce que je dois payer,
Moi, je n'ai pas un budget, mais c'est pas grave, au moins je sais le gérer. C'est pour ça que des fois, les pauvres font des bons trésoriers, parce qu'ils sont habitués, je vous dirais, avec le peu d'argent, à tout gérer ce qu'ils ont à payer. Puis, c'est ça, parce que des fois, quand on est riche, on a l'âge du panier pas mal fort. Et c'est ça, je pense que tout ça, là, ça devrait être revu. Et j'ai écouté en enquête, là, pour revenir à ce que j'écoutais. J'ai écouté en enquête où, dans un conseil d'administration de la Société immobilière du Québec, c'était composé à 100% de gens qui étaient proches, je vous dirais, des collecteurs de fonds de Jean Charest. Et ça fait que ces gens-là, ils s'auto-élisent, hein. C'est très, très, très malsain de dire, bon, on va faire rentrer tel ami, qui est l'ami de tel autre ami, qui est l'ami de tel autre ami, puis on le garde en poste pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Moi, les 2 mandats, là, moi, je pense que quand quelqu'un a siégé sur un conseil d'administration, 2 mandats de 2 ans, il doit se retirer. Il faut qu'il y ait du sang neuf. Parce que sinon, c'est un one-man show. C'est un peu le remake, je dirais, du premier ministre. Où tu as un premier ministre, puis tu as des ministres, puis tu as le premier ministre qui décide à peu près tout dans la gestion, je dirais, des dépenses, puis des finances publiques, puis, etc. Alors, je trouve ça un petit peu déplorable que les bailleurs de fonds ne s'investissent pas plus que ça à rendre des comptes, à ce que les organismes rendent des comptes dans les argents. Quoi a servi à quoi. Puis, ils devraient siéger sur les conseils d'administration. Ça fait plusieurs fois que je l'ai dit. Vous savez, des fois, avant qu'une chose se réalise, il faut qu'il y ait des drames. C'est comme ça au Québec. Là. Après ça, ben, je le dis souvent, là, quand le loup est rentré dans la bergerie, on crie au loup. Mais c'est ça, il faudrait qu'il y ait des bailleurs de fonds qui siègent. Puis les livres ouverts. N'importe qui peut avoir accès aux finances. Puis toutes les histoires de confidentialité. Ça devrait être aboli. C'est les fonds publics, c'est les fonds de la collectivité, et la collectivité, n'importe qui devrait pouvoir y accès. Bon, il y a la vie privée, il y a la vie publique, mais moi je considère que les fonds publics, n'importe qui pourrait y avoir accès parce que c'est la vie publique, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est des argents qui ont été mis en commun pour répondre à des services qui sont soit la santé, soit la justice, soit l'éducation. C'est des services publics. Alors les services publics donnés par les gens doivent, selon moi, obligatoirement être accessibles à n'importe qui qui fait partie du public. Parce que c'est comme ça, c'est une partie de l'argent qu'on donne pour les services publics, partie de notre argent qu'on donne par le biais des impôts, là, puis je ne sais pas combien qu'on donne en impôts, là, versus à ce qu'on a réellement dans nos poches. Il faudrait à un moment donné comptabiliser. Il y en a qui ont un art, je dirais, de rien donner. Rien donner, parce qu'ils veulent tous tout garder et tout avoir. Une espèce d'avidité, de cupidité. Je ne sais pas comment ces gens-là pensent, de penser que parce qu'ils ont une richesse, là, c'est une mentalité de maître, mais de faux maître, je dirais, là, en fait. De s'arroger des avoirs, puis d'être riche, puis d'être riche sans rien faire, puis de mettre ses pieds sur la table, puis dire, bon, ben, la vie est belle, puis on a tous nos petits esclaves, parce que l'esclavage, selon moi, c'est pas juste au niveau du travail, là. Selon moi, il y a bien des formes d'esclavage.
quand tu es propriétaire, puis tu fais 200 pauses, des gens qui avaient, mettons, des loyers abordables à 400, 500, puis là, ils se retrouvent à payer des 1000 $, puis ça prend de plus en plus une proportion importante de leur logement pour se loger. Des fois, ça va même jusqu'à 80%. Et selon moi, c'est une forme d'esclavage. Alors, ceci dit, Abraham Lincoln a aboli l'esclavage, mais il y a une autre forme d'esclavage des temps modernes, où tu as des gens qui, sciemment, de façon abusive, vont faire en sorte que les gens vont être de plus en plus pauvres et ils vont peiner de plus en plus avec leur travail à boucler leur budget. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent samedi. Et ceux qui le peuvent, prenez l'air parce qu'il y a l'air à faire beau aujourd'hui. Merci.